BFM Business et la CPME présentent Impact PME l'Hebdo avec Philippe Bloch. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce troisième épisode de la saison 3 d'Impact PME. Vous le savez, le grand rendez-vous hebdomadaire des PME, organisé conjointement par la CPME et BFM Business, avant bien sûr de vous retrouver le 15 décembre prochain à Paris, au Carreau du Temple, pour une grande journée d'inspiration, d'échanges et de conseils. Je vous propose aujourd'hui, avec mes trois invités, d'explorer un peu un continent inconnu, le moral des entrepreneurs et des dirigeants aujourd'hui, à une période un peu exceptionnelle à nouveau, beaucoup de périodes exceptionnelles qui s'enchaînent, où à la fois il y a une très forte reprise et l'accumulation de challenges entre bien sûr la difficulté de recrutement, de retenir les talents, difficulté de sourcing, de matières premières, beaucoup de challenges, et on va voir si ça impacte ou pas leur efficacité, leur morale, leur mental avec mes trois invités. J'ai le plaisir d'accueillir Cécile Vineau. Cécile qui est responsable marketing chez AG2R La Mondiale. Bonjour Cécile. Bonjour. Et puis Caroline Lamandé, entrepreneur, consultante, RH et organisation, qui est intervenante, Caroline, en prévention des risques professionnels. Oui. Vous allez nous dire comment ils évoluent. Et puis un fidèle de cette émission, Anthony Strecher. Bonjour Anthony. Bonjour Philippe. Anthony qui est président de l'association GSC, qui est une association que les entrepreneurs ne connaissent pas assez, mais qui est une association qui peut les aider à passer les mauvais moments, parce qu'il y en a. Il n'y a pas de chômage, mais il y a des périodes difficiles parfois dans la vie d'un entrepreneur. On va peut-être commencer avec vous, Cécile, pour que vous nous disiez en deux mots simplement. AG2R La Mondiale, énorme groupe de prévention. Oui. Combien de Français sont clients d'AG2R ? Alors, c'est le premier groupe de protection sociale en France, AG2R La Mondiale. On assure une entreprise sur 4 en France et on couvre également 110 branches professionnelles. Donc, je vous laisse imaginer le nombre de salariés qui sont couverts derrière. Mais il y a un grand sujet qui nous préoccupe aussi, c'est au-delà des salariés et de la prévention pour les salariés, c'est bien évidemment la santé du dirigeant. Ceux qui les dirigent. Alors justement, vous travaillez avec Olivier Torres d'Amaroc, qui est bien connu, qui est un de mes potes en plus, c'est un type formidable qui dit toujours qu'il y a plus d'études sur la santé des baleines bleues que sur celle des dirigeants et des entrepreneurs. Et il a raison. Pour autant, vous avez des études que vous allez un petit peu partager avec nous, parce que vous prenez en compte aujourd'hui une forme d'épuisement des dirigeants après ce qu'on vient de vivre. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'en 2019, 18% des TNS et dirigeants étaient soumis à un stress et donc à un épuisement professionnel. Donc en 2019, 18% étaient exposés à ce risque d'épuisement professionnel. En 2020, c'est 50% qui déclarent être en situation d'épuisement professionnel. Et sur ces 50%, 18% le sont de manière importante et près de 10% le sont de manière très élevée. Alors on verra ensemble comment AG2R se bouge justement pour diminuer ces chiffres et améliorer ces chiffres. Peut-être Caroline Lamandé, de votre côté, qui travaillez au cœur de ces entreprises sur les risques professionnels, qu'est-ce que vous voyez qui a changé depuis 1 an et demi, et notamment depuis la rentrée avec ce retour au travail, cette nouvelle organisation, cette pression que j'évoquais, qui est une pression parfois positive liée à cette très forte reprise, et parfois source de grand stress. Et je l'observe beaucoup sur le terrain avec les entrepreneurs. Qu'est-ce que vous observez de différent ? Alors, ce qui a changé, c'est peut-être la prise de conscience au niveau des dirigeants sur l'importance de prendre soin de la santé et de la sécurité de leurs salariés, mais d'eux-mêmes également. Par contre, de ce que je remarque et de ce que je vois aussi dans les enquêtes qui sont parues, c'est qu'il y a un déclaratif des dirigeants sur un sentiment d'être en bonne santé assez fort et contradictoirement parlant, un stress qui augmente, une fatigue qui augmente. Soit ils n'en ont pas conscience, soit ils préfèrent l'ignorer parce qu'ils n'ont pas les moyens. J'entends parfois Olivier Torres dire « j'ai pas le droit d'être malade ». C'est un peu ça qu'on retrouve. Oui. En plus, le dirigeant, il doit être fort, difficulté à faire part de ses vulnérabilités. Donc il y a quand même une contradiction par rapport à ça, de je me déclare en bonne santé. Pour autant, je ne détecte pas les signaux faibles ou moins faibles, d'ailleurs. Et puis, avec le stop and go qu'il y a pu avoir, un manque de visibilité encore, il y a une confiance qui paraît quand même assez forte.
et à la fois confrontation avec les perspectives économiques. Alors on va explorer ces signaux faibles, mais je vais demander à Anthony, peut-être, ça tombe bien que vous évoquiez cette espèce de super-héros en fait, qu'on pense qu'ils sont, mais ils ne le sont pas toujours. D'ailleurs, Anthony, un mot d'abord peut-être Anthony sur GSC, parce que j'évoquais cette organisation qu'on ne connaît pas forcément suffisamment quand on est entrepreneur, et notamment indépendant, et on peut être protégé d'éventuels coups durs. Disons en deux mots ce que fait GSC. En deux mots, on va faire court, merci Philippe. L'association GSC qui existe depuis 40 ans a été créée par les organisations patronales pour mettre en place une assurance en cas de défaillance, de perte d'emploi, de la perte de son activité en tant que TNR, en tant qu'entrepreneur. Parce qu'une entreprise, c'est quelque chose de fantastique, ça rejoint tout ce que l'on dit depuis tout à l'heure. Moi-même, je suis chef d'entreprise, donc les montagnes russes, j'adore. Mais l'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est la mise en place la création de quelque chose dans un milieu hostile, dit hostile, difficile, complexe. Donc dans l'hostilité, il y a la notion d'échec, il y a cette notion, qu'on peut tomber. Donc c'est pour ça que l'association GSC existe par rapport à la protection de l'homme et de la femme chef d'entreprise, pour qu'il ait un revenu d'1 an, 2 ans derrière. C'est ça, on peut avoir un revenu en cas d'échec, mais pour ça, il faut s'assurer quand on est en bonne santé. Ah oui, mais c'est comme l'assurance, on pense toujours que ça sert à rien, on est bien content d'avoir dépensé un peu d'argent quand ça vous tombe sur la tête. Il y a une enquête TIFOP qu'on a faite en 2019 sur les chefs d'entreprise, ça rejoint ce que vous disiez, c'est que bien souvent, le chef d'entreprise qui met en place cette assurance, dans 65% des cas, il le fait pour protéger sa famille avant de penser à lui. Il y a quelque chose qui est quand même fou chez les chefs d'entreprise, c'est qu'on est un peu timbré, on pense aux autres avant de penser à nous-mêmes. Ouais, mais vous m'avez dit en préparant cette émission, j'aimerais quand même rappeler qu'il faut leur rappeler que ce n'est pas des super-héros, contrairement à l'image que parfois ils veulent donner ou on donne d'eux. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux pas retirer ma chemise en montrant mon Superman. Non, on n'est pas des Superman, on n'est pas des Superwoman. Aujourd'hui, cette difficulté, on est les seuls, je dirais, sportifs de haut niveau qui ont oublié de s'entraîner comme un sportif de haut niveau. C'est un peu ça, c'est que l'entrepreneuriat, ça s'apprend, ça s'entraîne, on prend des coups durs, les enjeux sont très compliqués au quotidien, encore plus maintenant, donc cette capacité de rebond, cette capacité de santé, il faut être en forme, il faut avoir la pêche, parce que l'entreprise est censée être parfaite, l'entrepreneur qui la représente doit du fait être parfait, et c'est là où ça bug, c'est qu'à un moment donné, on n'est pas parfait, on a nos faiblesses, on a nos difficultés, si on ne s'entraîne pas, si on ne prend pas le peps, si on ne prend pas conscience qu'à un moment donné, on peut être crevé, on peut se planter, on peut faire des erreurs, ça va très mal se passer, et pour ça, il faut s'entraîner. Je crois que je leur dis à chaque saison, c'est quand même avant tout un importateur d'emmerdement, un exportateur d'enthousiasme, un entrepreneur. Et effectivement, parfois ça fatigue. Alors, vous l'évoquiez les uns les autres, il y a parfois des signaux faibles. C'est quoi le signal faible qu'il faut écouter quand on est dirigeant, entrepreneur? Et on viendra après à un certain nombre de sujets que vous évoquiez. Je pensais à la peur de l'échec, qui est un sujet. Je ne sais pas s'il y a des signaux faibles quand on a peur, mais quels sont les signaux faibles classiques que vous tentez? Parce que vous avez, chez AG2R, je crois, la mondiale, mis en place un dispositif de diagnostic. Alors, est-ce que ça sert notamment à ça ou pas? Alors, ça sert à ça. Je pense qu'il y a un signal faible qui est très important, c'est l'entourage. C'est quand l'entourage aussi... tu es énervé, tu t'énerves facilement. Tu es fatigué, tu sembles fatigué, tu sembles stressé. Il faut écouter son entourage. Notamment son conjoint. Notamment. Parce que lui, à mon avis, non seulement il le voit, mais il en souffre. Voilà. Ouais. Et puis, c'est quelqu'un qui a envie de prendre soin de vous. Donc, il faut l'écouter. A priori, il vous aime, oui. Voilà. Donc, ça, moi, je pense que un des signaux faibles, au-delà de la fatigue, de se sentir fatigué, stressé, c'est le feedback de l'entourage. C'est le feedback de l'entourage qu'il faut écouter. Et puis, justement, dans le dispositif d'AG2R La Mondiale, on a sur le site internet ag2rlamondiale.fr un autodiagnostic qui peut être fait soit par le chef d'entreprise, mais aussi par l'entourage, pour voir si, en effet, c'est un stress acceptable, choisi, ou si un stress plus subi qui commence à faire mal. Vous évoquez le stress choisi parce que c'est ce qu'aime beaucoup rappeler Olivier Torres, qui est un spécialiste de la santé des dirigeants et notamment des entrepreneurs. Il se dit PMiste, c'est-à-dire qu'il travaille uniquement sur les PME. Et il dit effectivement, en fait, il n'y a pas de bon stress ou de mauvais stress, il y a du stress choisi ou non choisi. Et le stress choisi, finalement, on fait avec parce qu'on est des gens libres et indépendants qui avons choisi le monde hostile que vous évoquiez à l'instant. Il faut en avoir conscience. Ça fait une vraie différence quand on choisit son stress, en fait, Caroline ? D'après vous? Pour ceux qui choisissent leur stress versus ceux qui ne le choisissent pas et qui le subissent? Ça fait une vraie différence. Je suis pas certaine. Je suis pas certaine, même quand on le choisit. Enfin, moi, j'aime pas trop ce mot de choisir son stress, parce que le stress, ça reste quand même un ressenti par rapport à ce qu'on envisage de faire et les moyens qu'on a pour le faire. Et il y a tellement de contraintes, on va dire, environnementales aussi, qu'on se retrouve quand même souvent, même quand on choisit l'entrepreneuriat, voilà,
on choisit des challenges, on choisit peut-être des complications à des moments donnés, des situations à résoudre. Le stress qui va avec, je ne suis pas sûre que ça fasse une... Vous évoquiez les proches. Oui. Et leur jugement sur l'évolution de votre comportement. On peut penser aussi peut-être à la nutrition, l'alimentation, le sommeil. Est-ce que ce sont des indicateurs, ça ou pas? Tout à fait. Donc, on a 2 dispositifs. Un sur l'épuisement professionnel avec un autodiagnostic. Évidemment, si l'autodiagnostic démontre que vous êtes dans le rouge, vous avez accès à un psychologue spécialisé pour vous aider à comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là et puis à sortir de ce cercle vicieux. On a aussi sur le site internet des e-learning pour mieux comprendre ce qu'est l'épuisement professionnel et comment casser ce cercle vicieux de l'épuisement professionnel. Et on a un deuxième dispositif, toujours pour les TNS et dirigeants, qui s'appelle Coachez-vous Santé. Et là, c'est un dispositif qui permet de faire un bilan de prévention sur justement le sommeil, la nutrition et le stress. On sait que quand on dort mal, en général, ça va avoir des répercussions sur son physique, sur son efficacité. Et donc, le professionnel de santé est là pour poser le bilan avec le chef d'entreprise, ses attentes, ses besoins, ses contraintes, et diagnostiquer avec lui sa situation, puis ensuite établir avec lui un programme personnalisé qu'il pourra suivre dans le temps. Anthony Streicher, est-ce que cette proposition faite aux entrepreneurs d'être accompagnés éventuellement par un psychologue, ça répond notamment à ce problème de la solitude, qui est le problème éternel des entrepreneurs? En tant que président bénévole de l'association GSC, la prévention, l'anticipation, je ne peux pas dire non. La grosse problématique qu'on a, alors je vous rejoins un petit peu, ce n'est pas la notion de stress, c'est l'acceptation de la contrainte extérieure. Oui. C'est quand on est chez l'entreprise, on monte une boîte, on monte une société avec des salariés, des collaborateurs, on essaie de se développer. Il faut avoir conscience qu'on est dans une contrainte extérieure. On va avoir des changements de marché, ce genre de choses. Donc c'est d'accepter... Avec des injonctions paradoxales. Ah bah voilà. Donc c'est-à-dire, ok, du jour au lendemain, je peux avoir des changements de marché, des choses qui vont me stresser. Donc ok, c'est stress, mais si je prends ça comme une contrainte extérieure, je prends du recul, ça devient une contrainte et puis un stress. Donc c'est là, ça devient positif et dire, qu'est-ce que je mets en place pour réussir ? Et c'est dans cette notion de prévention, parce qu'aujourd'hui, la grosse problématique qu'on a, les gens qui s'adressent à la J2R, qui font l'autodiagnostic, félicitations, ils sont déjà à moitié guéris, puisqu'ils se rendent dans la démarche. Se rendre compte, c'est déjà aller mieux. Bah oui, et là aujourd'hui, le gros défi qu'on a tous, c'est de se dire, c'est de faire prendre conscience et que les gens acceptent de faire ce premier pas. Que ce soit au niveau de l'association GSC, de se protéger pour aller mieux demain. Le fait d'anticiper. Quand on anticipe, généralement, on est beaucoup plus fort dans les contraintes extérieures qui vont nous arriver sur le paletot. Il y a plein de marchés. Il y a 3 ans, il y a 2 ans, le marché de l'automobile, c'est fantastique, l'aéronautique. Là, c'est plus le cas en ce moment. Les changements RSE, les changements écologiques. La cybersécurité, les attaques. Changent complètement les règles du jeu des fournisseurs. Aujourd'hui, vous avez des grands donneurs d'ordre, de grands marchés automobiles qui, du jour au lendemain, changent complètement d'orientation. Donc, vous avez tout un pan d'entreprises qui sont déstabilisées là-dessus. Donc, le chef d'entreprise, alors on adore ça, on adore le stress, l'engagement, mais à un moment donné, il faut se dire, ok, pour être bon, pour réussir, il faut que moi-même je sois en forme. Est-ce que je le suis réellement? C'est là ce que vous disiez dans le truc. Ils se déclarent tous combatifs, la grosse patate, j'ai la grosse forme. Mais après, quand on les rencontre au quotidien, ils sont pas si en forme que ça. Donc ils vont dire que je dors mal, ils vont dire que je mange peut-être pas très bien. Donc c'est vrai qu'il y a cette prise de conscience de premiers signaux, se dire, bougez-vous les mecs, parce que là, il y a un problème, quoi. Cécile Vineau, est-ce qu'il y a un impact de la taille de son entreprise? En gros, notre émission s'adresse essentiellement à des TPE, PME. Oui. Est-ce qu'on est autant stressé? Est-ce qu'on a les mêmes... Je ne me rends pas compte, honnêtement. Je pose la question, est-ce que lorsque l'entreprise grandit et qu'on a plus de soutien, plus de cadres autour de soi, de management, qu'on assume peut-être moins de choses tout seul, est-ce qu'il y a un impact ou pas sur notre capacité de résistance? Apparemment, Anthony ne pense pas. Je vais vous laisser répondre, mais je vois votre visage. Bon, on va laisser répondre Cécile et après, réponse d'Anthony là-dessus. Est-ce qu'il y a un rapport à la taille, le niveau de difficulté qu'on traverse? Dans les études macro, il y a un rapport à la taille. C'est-à-dire, plus l'entreprise est petite, plus l'épuisement professionnel est important. On note que l'épuisement professionnel est plus important. Plus l'entreprise commence à grandir, à se développer à une taille plus importante, et on voit qu'il y a moins d'épuisement professionnel par rapport au chef d'entreprise. Mais tout ça, ça reste des études macro, nationales. Mais c'est un indicateur quand même. C'est un indicateur. Vous l'observez, vous, Caroline, ou pas? Oui, j'observe cet indicateur également par rapport à cette taille-là, parce que plus on grossit en taille d'entreprise, plus on a
quand même la possibilité d'avoir du soutien de ses collaborateurs. D'aller dans un bureau pour aller partager son truc. Quoi. Voilà, et Ouais. puis de ne pas tout porter tout seul. Après, en termes de causes, de recherche des causes, j'observe aussi une différence entre les dirigeants salariés ou les travailleurs non salariés. Voilà, qui n'ont pas la même pression, la même latitude décisionnelle. Et là, il y a aussi une distinction que je peux observer en fonction du statut du dirigeant. Vous avez fait une moue dubitative sur la question, moi, je vais Anthony. être à fond dans Impact PME, comme peut dire François Asselin ou d'autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quoi le tissu économique français ? C'est 99% des PME. Voilà. Alors, c'est quoi une PME ? C'est que 94% des entreprises en France sont des entreprises de moins de 10 salariés. Ouais. Ok, 99, moins de 20. Donc, au fin de compte, la question de taille, je rejoins. C'est-à-dire que, oui, effectivement, quand on dépasse 60, 80, 100, 200 salariés, qu'on est en train de monter dans les grosses PME et ETI, oui, à ce moment-là, on a une structuration DRH, on a une direction financière, on a une direction commerciale, on a en fin de compte un staff qui se met en place. Mais ça, c'est pas l'immense majorité des entreprises en France. Et que même quand on a une boîte de 25, 30 salariés, on est passé de 0 en 11 ans à 30, 35 salariés. Vous construisez, vous continuez toujours en co-construction. Et qu'à un moment donné, vos premiers managers sont toujours en développement, sont en mode salarié, même s'ils peuvent être dans l'intéressement ou ce genre de choses. C'est qu'aujourd'hui, de toute façon, au démarrage, le créateur, le chef d'entreprise, le cofondateur qui crée, qui lance sa boîte, il va être le référent Sur tous les sujets. sur tous les sujets et jusqu'à au moins 50, 60, 100, 200 salariés. Parce qu'à un moment donné, il n'aura pas encore les moyens de structurer des gens qui vont être à plein temps sur la RH, à plein temps sur le commerce et ainsi de suite. Absolument. Donc attention, oui, je suis d'accord, mais pour 99% des cas, ils n'y sont pas encore. Hein. Vous me disiez, et j'aimerais faire agir tout le monde sur la peur de l'échec, c'est un sujet qu'il faut qu'on attaque. Vous disiez, il faut qu'on change d'approche. Comment est-ce qu'on change d'approche sur la peur de l'échec ? D'avoir votre analyse et après vos conseils éventuels. La peur de l'échec, c'est un mal très franco-français. Vous allez aux États-Unis, vous avez planté 3 boîtes, vous êtes mieux valorisé aux États-Unis pour lancer une 4e boîte qu'en France. Là aussi, je vous interromps, je rappelle toujours que prendre un risque en anglais se dit take a chance, Voilà, saisir donc, sa chance. Après, Pas la même approche. nous, à un moment donné, même c'est vraiment symptomatique. Même nous, on essaie des fois au niveau de nos collaborateurs de leur insuffler, dire l'échec est normal pour réussir. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie. Par contre, la répétition du même échec, ça devient une connerie. Donc c'est là où on essaie de donner... Je n'ai pas osé le dire, mais je le pense très fort. Voilà, je le dis, je prends un peu de liberté. Donc cette notion, c'est très français, la réussite pour la réussite. Non, on ne réussit qu'en échouant, qu'en testant, en essayant. Quand on échoue, quand on tire les conséquences, on réussit demain. Donc à un moment donné, c'est bien gentil, ça c'est le discours. Après, il y a l'ambivalence au niveau de l'entreprise. On ne peut pas avoir dire... J'ai essayé 150 fois d'obtenir un marché, j'ai pas réussi, donc la boîte elle est à 0. Donc il y a cette notion quand même, oui, on peut échouer, mais il faut avoir un taux de réussite supérieur au taux d'échec. Donc c'est là la difficulté. Et bien souvent, par la notion d'exemplarité que l'on doit avoir en tant que chef d'entreprise, on doit être exemplaire en toute chose. Donc il faut qu'on réussisse, qu'on ait ce leadership, qu'il y ait ceci et cela. Et donc là, il y a un peu cette ambivalence intellectuelle dans nous-mêmes, là-dessus, dire... Ouais, je dis que c'est bien l'échec, mais en même temps, il faut que je montre que moi, je réussis toujours, tout le temps. Donc, cette notion d'échec qui est mal, qui est encore en français, c'est assez récent. Le mot défaillance en français était quelque chose qui pouvait, en fin de compte, aller au tribunal. Le 0,40 pour rappeler pour certains cas, où vous avez planté une société, mais sans aucune dette. Fiché à la Banque de France pour toujours. Fiché à la Banque de France 0,40. C'est encore assez récent. Donc oui, on voit des changements d'évolution. Je pense que les jeunes générations... prennent en plein la notion d'échec, c'est normal. Les startupeurs ne le vivent pas comme ça aujourd'hui. Les startups, ça fait partie de leur business. Ça fait partie mais de leur business. Mais il faut échouer vite. Dans les startups, on échoue mais vite et on pivote. Et tant qu'on n'y est pas, on recommence. Et le rebond. Donc oui, nouvelle génération. On n'a pas tous 20 ans. Dommage. C'est dommage. Je partage. Cette transformation des entreprises et de la société, c'est une transformation de la société, de l'acceptation de l'échec, l'acceptation de se protéger. Les jeunes générations, ils sont sensibles. L'immense majorité des chefs d'entreprise aujourd'hui sont un peu dans une forme de déni là-dessus. C'est un sujet chez vous, chez AG2R La Mondiale, l'échec, est-ce que c'est un sujet que vous percevez ? Est-ce que vous pouvez, vous, aider les entrepreneurs sur des sujets de cette nature ou c'est compliqué ? Alors oui, parce que quand on a décidé, au vu des chiffres et aussi de nos assurés, qui sont beaucoup chefs d'entreprise et TNS, de créer un service, parce qu'il y avait très peu de services pour les chefs d'entreprise et les TNS, on a co-construit le service, donc on a
a fait des groupes de travail avec des assurés chefs d'entreprise et le club amphithéâtre. Et puis, la première chose qu'il nous disait, c'est non, on n'a pas besoin parce que nous, on réussit, on gère, on n'est pas stressé. Et puis, petit à petit, dans les groupes de travail, les thématiques sont venues. Et la première thématique qui vient, c'est pas la thématique du stress. La première thématique qui vient, c'est la thématique du sommeil. C'est vrai que je dors pas toujours très bien. Ah, tu dors pas toujours très bien, donc est-ce qu'on peut t'aider sur ce sujet-là? Puis après, il y a eu la nutrition et enfin le stress. Donc moi, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Anthony. C'est vrai qu'il y a une forme de super-héros, c'est-à-dire il faut tout gérer. Ils sont quand même aussi assez isolés. Ils ne peuvent pas forcément se confier. Ils ont sur leurs doutes, il faut qu'ils avancent. Donc ça, c'est vrai que c'est un vrai sujet. On sent quand même dans la tendance que c'est un sujet qui est tout à fait encore présent, mais on sent qu'il y a quand même de plus en plus de chefs d'entreprise qui sont sensibles aussi à leur capital santé et qui ont envie de le faire durer le plus longtemps possible. Ça peut être le Covid ou pas, ce Covid qui nous a rappelé qu'on était mortels ou pas? Parce que moi, je pense quand même qu'on ne sort pas indemne de cette période à titre personnel, et donc forcément, titre personnel, c'est aussi sa vie d'entrepreneur et de citoyen, c'est un peu la même chose. On se dit finalement, on a vu des gens autour de nous qui étaient en pleine santé, boum, peut-être que je fasse un peu attention à moi. Est-ce qu'ils ont changé là-dessus ou pas, à votre avis? Je pense que le sujet d'être aidé et d'avoir des défaillances, d'être en difficulté au moment du Covid, ça a en effet permis de libérer cette parole. Oui. Et peut-être aussi que dans les médias, on le voit sur les sportifs, tu parlais de sportifs de haut niveau. Les sportifs de haut niveau, maintenant, ils avouent craquer à certains moments, y compris quand ils ont gagné un grand chelem. Et arrêter un grand chelem, et arrêter un plein championnat parce que leur mental a lâché. Un truc qui ne se faisait jamais. Ça ne se faisait pas. Bien et sûr. Puis, on voit des énormes champions, comme hier Novak Djokovic, qui a craqué lors du dernier grand chelem et puis qui a gagné hier. Donc, tout ça aussi, je pense que ce sont des exemples dans le sport de haut niveau. Et il ne fallait pas non plus avoir de failles. Ouais. Et bien là, on voit un exemple et peut-être que ça ouvre un peu le dialogue. Cet échec, vous l'évoquez parfois, vous, est-ce que la peur de l'échec est-elle pour vous elle peut susciter, est-ce que c'est un risque professionnel finalement? Est-ce que ça atteint la santé? Oui, bien sûr, ça atteint la santé, dans le sens où cette peur de l'échec, à partir du moment où on ne la formalise pas, si je puis dire, où on ne l'exprime pas, va avec la question de la vulnérabilité, de l'acceptation de la vulnérabilité dont on parlait tout à l'heure. Ça a pour conséquence de mal dormir, de ne pas forcément s'ouvrir aux autres, demander de l'aide, etc. Là où ça devient problématique, c'est quand on la garde pour soi, cette peur de l'échec, et qu'on ne va pas chercher l'aide autour et qu'on reste seul. Mais quand je dis on reste seul, c'est à la fois dans l'échange avec ses proches, avec ses collaborateurs, mais aussi avec des pairs, avec des organisations professionnelles, il y a quand même un certain nombre de dispositifs. Donc oui, c'est à l'origine de risques supplémentaires. Pour autant, quand on entreprend, il y a quand même ce challenge. On se lance, on se lance dans une aventure entrepreneuriale. On sait d'avance que la vie d'un entrepreneur et d'un dirigeant est faite de hauts et de bas, que le chemin n'est pas tout tracé. Donc, Absolument. Il y a un risque dont on n'a pas parlé, pourtant vous l'avez mentionné hors antenne, Anthony, et Dieu sait s'il a été important pendant cette crise sanitaire, c'est le risque financier. Et notamment pour beaucoup d'entre eux, pour beaucoup d'entre nous, puisque je suis aussi un entrepreneur, la peur de pouvoir tout perdre. Et ça, je pense que ça laisse des traces durables dans l'esprit de quelqu'un, dans sa capacité à réentreprendre, à reprendre des risques. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus de votre observation par rapport à GSC et le réseau de vos contacts entrepreneurs? On va un peu planter l'ambiance, mais c'est bien de mettre le décor. Ne démoralisez pas complètement. Non, mais je ne vais pas démoraliser le monde entier. Mais c'est qu'aujourd'hui, oui, cette notion de peur d'échec, de stress, de l'aventure entrepreneuriale, c'est comme des marins hauturiers ou des montagnards qui vont, dans un milieu, je répète, le milieu hostile. L'échec, on peut tomber, ce stress-là, de dire, ok, mon entreprise, là, en plus, avec l'effet Covid, on peut avoir X contraintes qui font que, boum, on tombe. En 2020, malgré l'ensemble des aides du gouvernement,
33 000 hommes, femmes sont tombés, sont passés par le tribunal de commerce. Oui, on dit qu'il y en a moins, il y en a quand même 33 000. Faut 33 000, donc on passe de 50 000 à 33 000. Ça fait quand même 33 000 Ça drames. fait quand même 33 000 drames. Je vais prendre les chiffres de la règle de l'APESA, qui est une association, en fin de compte, sur les greffes, sur le côté, la violence psychologique. Chez l'entreprise, il sort du tribunal de commerce, il a sa feuille de, ça y est, c'est fini. Il a ses dettes, il a fini, il n'a plus rien, il ne peut plus fonctionner. Et il n'a plus rien. Et il n'a plus rien. Donc à un moment donné, première chose, la défaillance d'entreprise. Ensuite, qu'est-ce qui se passe bien souvent? Le divorce. Parce qu'à un moment donné, on n'a plus rien, on n'a plus à faire à manger dans le frigo, plus rien ne se passe. On se fait reprocher d'avoir entrepris, il fallait voilà. pas y aller. Déprime, stress, et des fois... Alors moi, j'y mets un 5e D qui est à un moment donné la détresse sociale et puis après le décès. Donc aujourd'hui, oui, se prémunir, anticiper la défaillance, le risque, c'est stressant, mais si on se prépare, on réussit. Voilà, ce sera notre conclusion. Merci Anthony Strecher. Je rappelle que vous êtes président de l'association GSC. Merci Cécile Vino. Merci. Vous êtes responsable marketing chez AG2R La Mondiale. Caroline Lamandé, consultante RH et organisation. C'est la fin de cette émission, mais nous on continue ensemble, bien évidemment, chaque semaine sur BFM Business. Et puis bien sûr le 15 décembre prochain au Carreau du Temple à Paris. En replay bien sûr et en digital aussi et sur le web pour une grande journée d'inspiration, d'idées, de partage et de conseils. Bonne journée à tous, à bientôt, ciao. Impact PME l'hebdo.